le sujet pourrait faire référence au Seigneur des Anneaux, mais ici, pas de science-fiction. On va parler du Messie, de l'homme providentiel qui revient pour sauver son peuple. Alors pour tous ceux qui sont ici pour un éloge de Frodon, vous pouvez déjà quitter la salle. On en connaît des Messies, des hommes, des souverains qui sont revenus. Ulysse qui rentre d'exil et disperse David prétendant au trône. Le général de Gaulle qui revient de Baden-Baden et reprend la France en main. Jésus qui rentre au bled. Mais je vais vous parler de quelque chose qui nous concerne plus directement, d'une grande cause. Et cette cause pour laquelle je me bats, c'est le rétablissement de la monarchie en France. Mais qu'il est difficile de mener ce combat 2 siècles après la chute de notre idole, la chute d'une pareille tête. Être royaliste aujourd'hui n'est plus toléré. Quelle honte! Et quand les musulmans se disent harcelés, ils ne savent pas ce que nous subissons, ce que nous éprouvons, car nous aussi, nous avons le FN et l'UMP sur le dos, et nous aussi, nous subissons le mépris quotidien d'une gauche méprisable. Ils nous font des chichis sur la loi et sur la burqa, mais en France, le port de la couronne est interdit depuis bien plus longtemps. Et que nous ne sommes plus un amalgame près, on nous dit qu'on fait plus de morts que tous les autres extrémismes. Bon d'accord, il y a la Saint-Barthélemy, quelques famines, 2-3 croisades, une petite exécution un peu arbitraire par-ci par-là. Et alors, on ne tue pas Henri IV sans en subir les conséquences. Nous vous l'accordons, les méthodes ne sont pas très orthodoxes, elles sont même plutôt catholiques. Mais si je suis ici, ce soir, c'est pour défendre les idéaux menacés, et pour menacer l'imposture des idéaux imposés. À bas les préjugés. On me dit que la monarchie, c'est la fin du droit de vote. La monarchie se targue d'avoir inventé le droit de vote. Mais c'est faux! C'est faux! Dans l'ancien régime, on votait. Et sans doute plus qu'aujourd'hui. On votait dans les villages, dans les métiers, dans les assemblées de corps et les parlements. On votait sur des questions concrètes. Alors qu'aujourd'hui, on accepte sans discuter le diktat d'une administration centralisatrice et tentaculaire. On me dit que la monarchie, c'est la fin des libertés individuelles. Mais l'histoire nous prouve le contraire. Voyez ce qui se passe à Monaco. Rappelez-vous de ces monarchies qui ont été restaurées et qui sont devenues des sources de démocratie, comme l'Espagne. On me dit que la monarchie est archaïque. Mais la monarchie, c'est glamour. À Monaco, on a le casino de Monte-Carlo, les niches fiscales et les hôtels de luxe. Alors qu'en France, tout n'est qu'austérité, augmentation d'impôts et coupes budgétaires. De l'autre côté de la Manche, on a une femme, Kate Middleton, qui est une princesse. En France, on a Valérie Trierweiler, une femme qui est tout sauf royale. Nous avons besoin d'un roi. Il est l'incarnation d'une nation. Il est l'unité et la stabilité du pouvoir. C'est pourquoi la monarchie est le meilleur des régimes politiques. Et je l'appelle de tous mes voeux. Préparons ensemble, mes amis, le terreau d'une ère nouvelle, une ère de prospérité, une ère de prestige, une ère d'unité, une ère de royauté. Mais, mes amis, tout cela doit malheureusement attendre. Les Français doivent d'abord s'y préparer. On les a bassinés à l'école, abreuvés de traditions républicaines en cours d'éducation civique. Et puis, quand ils grandissent, les médias prennent le relais. Entre les feux de l'amour et le feu Jean-Luc Delarue, on est sans cesse en train de nous rappeler la soi-disant excellence de nos institutions. Et puis, il faudrait s'accorder sur un prétendant. Louis XX ou Henri VII. Mais les deux familles ne s'entendent pas. Il faut donc attendre le rétablissement. Il faut donc attendre l'extinction de l'une des deux lignées pour que l'une d'elles s'impose naturellement et que la France se réconcilie avec elle-même, avec ses traditions et avec son histoire. Ces raisons, qu'il faut attendre, mais aussi persévérer, s'engager, se dépasser dans l'exercice d'un discours étincelant qui illumine tout un peuple bientôt illuminé par l'éclat divin de la démocratie, de la monarchie à la française. Et comme le disait M. Renan, quand la France tua son roi, elle commit un suicide. Nous avons assez de sang sur les mains. Réparons ce crime et que la France se réconcilie avec elle-même. Vive la monarchie et vive la France! Mesdemoiselles et messieurs les jurés, nobles adversaires, monsieur le Président, et toi, cher public, bonsoir. Le sujet qui nous taraude ce soir, la question qui nous turlupine, la question qui nous occupe, c'est: doit-on attendre le retour du roi?
En d'autres termes, plus accessibles à la plupart d'entre nous, les fesses velues d'un monarque absolu de droit divin doivent-elles de nouveau réchauffer le trône de France et ses paix sonores résonner dans l'hermine et la pourpre du manteau royal? Alors, eh bien, la réponse est non, définitivement non. Non parce que, et malheureusement j'en suis le premier peiné, hein, puisque jamais les bonnes aventures ne retrouveront ni les terres, ni les honneurs que avant. Malheureusement, le roi ne reviendra pas, il n'y a plus de prétendant à la dîne, il n'y a plus de prétendant, il n'y a plus de rejetons de la lignée royale. Avec la mort du comte de Chambord, il y a de cela fort longtemps, avec aussi le fait que les Orléans soient des régicides sur le trône de France, vous imaginez? Avec le fait aussi que les Bourbons d'Espagne aient renoncé à leur droit sur la couronne. Alors, effectivement, si je m'en tiens là, il n'y a pas beaucoup de débat. Donc je vais élargir le sujet. Élargir le sujet, c'est-à-dire me poser la question, doit-on attendre l'arrivée d'un homme providentiel? Doit-on attendre l'arrivée d'un homme fort qui sortirait la France du marasme économique et social dans lequel elle baigne actuellement? Eh bien, de nouveau, la réponse est non. Non, définitivement non, parce qu'un homme providentiel, tout simplement, ça n'existe pas. Un homme infaillible, un homme qui mènerait ses peuples vers une sorte de bonheur mordoré, ça n'existe pas. Tout simplement parce que la nature humaine est ainsi faite que nous sommes tous faillibles. Notre rationalité est limitée. Nous ne disposons pas de la totalité des informations pour effectuer nos choix, pour effectuer des choix complètement rationnels. Hein. J'utilise un langage que vous comprenez tous, je crois. Donc il n'y a pas d'homme providentiel. Et la personne qui peut avoir l'air d'être un guide, et puis je vais prendre un exemple, tiens, l'exemple du grand timonier, Mao Zedong. Mao Zedong, pour qui j'éprouve une admiration sans borne, a mené la Chine vers la politique du grand bond en avant, qui était censé amener la Chine au même niveau de production que les États-Unis, et qui malheureusement provoqua la mort de 18 à 30 millions de Chinois. On a frôlé la catastrophe. 18 à 30 millions de Chinois. Donc vous imaginez, ça c'est ce à quoi on s'expose si on s'en remet à un seul homme, un homme providentiel ou un roi, c'est ce à quoi on s'expose. Heureusement ici ce n'était que des Chinois, mais imaginez la même chose en France. Alors, là vous me direz, mais Henri, tu exagères comme à ton habitude. Ton sang bouillonnant, ton tempérament impétueux t'emmène aux théories les plus folles. Regarde derrière toi, regarde l'histoire de notre beau pays, de notre mère patrie, la France, et ces grands hommes qui l'émaillent. Napoléon, Charles de Gaulle. Mais non. La réponse est non, encore une fois. Effectivement, il y a des hommes qui peuvent apparaître comme des hommes forts par leur qualité. Esprit de décision, audace, esprit politique, charisme, mais aussi par des situations dramatiques qui vont les amener sur le devant de la scène. Hein? Et qu'est-ce qui va se passer si ces situations changent? Qu'est-ce qui va se passer? Les mêmes qualités peuvent alors devenir des défauts, peuvent alors mener la France, aussi la France ou n'importe quel autre pays, hein, soit dit en passant, la France à des situations catastrophiques. Je vais prendre ici l'exemple de Pétain. Pétain, c'est l'homme providentiel pendant la Première Guerre mondiale. C'est le sauveur de Verdun, c'est celui qui repousse les Allemands, qui donne du courage aux soldats français. Et Pétain, on aurait voulu en faire une autre fois un homme providentiel, à la suite de la débâcle face aux Allemands. Et malheureusement, les mêmes qualités vont produire ici des effets totalement différents, puisque c'est évidemment, effectivement la politique de collaboration désastreuse, qui est somme toute assez dégueulasse, que nous connaissons tous. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que quand on s'en remet à un homme providentiel, on s'en remet à la chance, on s'en remet au hasard, on s'en remet au flot changeant des événements. Autre problème, l'attente. L'attente, on ne fait rien. L'attente, on n'agit pas. Et ce qu'a dit Camille, là, c'est pour vous endormir. C'est pour vous empêcher de secouer le joug qui pèse sur vos épaules. Hein? C'est nous tous, en tant que collectivité, c'est chacun d'entre nous, en tant que citoyens, qui pouvons changer les choses en posant un regard lucide sur les structures et sur les problèmes qui nous oppressent. Comme le disaient les Beastie Boys, qui se caractérisaient... Alors tu nous dis que je vous endors, alors que quel est l'objet de mon discours?
de réveiller une fibre monarchique en vous. Je vous invite à changer de régime, je vous invite à l'action. Ce monsieur vous endort et vous dit de ne rien changer. C'est vous qui n'invitez pas à l'action. Je dis, we got the power to make the difference. Comme disaient les Beastie Boys. Leur temps pour l'analyse politique. We got the power to make the difference. We got the power to make the change. Nous avons le pouvoir de provoquer le changement. Nous avons le pouvoir de susciter la différence. Et ce pouvoir, ne le laissons pas à des rois, à des monarques absolus. Ne le laissons pas à des pseudo-hommes providentiels. L'homme providentiel, Louis XVI, pourquoi il serait vraiment providentiel? On sait très bien qu'on a été déçus par Pétain, qui c'est d'ailleurs un pur produit de la démocratie, comme Hitler et Staline. C'est pour ça qu'il faut un roi, il faut un homme providentiel qui est de légitimité divine. Voilà la différence. Il ne faut pas l'alternance, il ne faut pas le vote. Justement, l'homme providentiel, et c'est ce que je me suis attaché à montrer, l'homme providentiel n'existe pas. Et le roi, c'est par excellence l'homme providentiel. Dans le sens où, étymologiquement, et j'ai l'impression que tu as un... Et le roi existe, alors l'homme providentiel existe. Comment? L'homme providentiel existe, puisque le roi existe. Le roi n'existe pas, il n'est pas providentiel dans la mesure où il n'est pas sacré. S'il n'est pas sacré, il n'est plus le roi divin. Bien sûr que si, le roi du Maroc, Mohamed V. En 53, il est sacré, c'est le chef des croyants. En 53, il a été exilé par le Glaoui, le sultan de Marrakech. Il revient 2 ans plus tard, libérer son pays du joug du protectorat français. Mais qui d'autre l'aurait pu? Qui d'autre aurait pu unir le pays? Mais le peuple, exactement. Le peuple lui-même, en ayant foi en lui-même, aurait pu installer une vraie démocratie et éviter les... Bah non, une démocratie, des révolutions arabes, des dictatures, des choses comme ça, non. Le roi revient, il restaure la monarchie, il revient à sa place. Il est indiscutable. Alors qu'en démocratie, la crise c'est le chaos. Le sujet c'est on. On, c'est nous. C'est pas les Marocains. C'est bien pour les Marocains. Moi j'en sais rien. Moi je prends exemple si c'était bien à côté. Je dis que l'Allemagne c'est bien, il faut prendre des exemples. T'as l'impression que ça marche mieux ici qu'au Maroc par exemple? Non, ça marche mal. Non. La République a fait du mauvais travail. C'est la République qui a mis nos comptes en faillite. C'est la République qui a laissé se décomposer son système d'enseignement. C'est la République qui a mis la France dans une situation lamentable, alors que le Maroc a un taux de développement de plus de 10%. Prenons exemple sur le Maroc. Vous n'êtes pas laissé abuser par l'argument du taux de développement. Voilà, moi je bats. Mais le roi, moi je bats. Le roi est grand, le roi est providentiel. Tu ne connais pas, tu es trop démocrate pour ça. Oui, c'est vrai, je n'ai pas de bonne connaissance sur la monarchie. Mais non, tu n'en as pas. Pourquoi laisser la parole au peuple? Pourquoi laisser le pouvoir au peuple? Le pouvoir au peuple, donner le pouvoir à tout le monde, c'est le donner à personne. Le donner, reconnaître la plus haute forme de lucidité. Reconnaître, je termine. Je termine, laisse-moi parler. Reconnaître la plus haute forme de lucidité politique au peuple, c'est qu'une lâcheté de plus. Tu vois, on est dans les grands débats. On peut faire une expérience empirique. On peut interroger le peuple, voir s'il comprend les grands programmes en 110 points que personne n'a lus. Par exemple, vous, messieurs, dites-moi en quoi les banques sont concernées par le futur pacte budgétaire européen. Il ne sait pas. Vous voyez que le Français est perdu. Pourquoi lui laisser le droit de vote? Les Français ne comprennent pas. Alors laissez les choix, c'est les professionnels qui laissez l'avenir d'un pays au meilleur, aux intellectuels, et à ceux qui comprennent. Comme Mohamed V. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Il n'y a pas de prétendant à la couronne royale en France. Ah oui? Et Louis XX, il a dit qu'il allait assumer son héritage et qu'il se tenait prêt au moment où on aurait besoin de lui. Il l'a dit, il a été interviewé. Louis XX, c'est un régicide. C'est un descendant de Louis-Philippe Égalité qui a voté la mort du roi. C'est le favori des légitimistes. Non, le favori des légitimistes, c'est Alphonse VII, l'espagnol. Donc voilà un homme qui ne connaît pas vraiment les légitimistes, sujet. Voilà un homme qui parle de monarchie alors qu'il ne sait pas ce que c'est. Absolument faux. Tu avouais toi-même que tu savais pas trop ce que c'était. Je ne fais pas l'émission. L'argument ad hominem, c'est l'argument qu'on utilise quand on n'a pas d'argument. Haro sur toi, Camille. Argument à la cour de collège, encore pire. Excusez-moi. Pardon? C'est un argument qu'on aurait utilisé au collège. On dit qu'il n'a pas d'argument, il n'a pas d'argument. Moi j'en ai. Moi je te montre les déficiences de la démocratie et le bienfait de la monarchie. On l'a interrogé, on l'a vu avec les Français. Ils le savent pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas.